Colonel Olivier Rafovitz, Boker Tov. Boker Or, Daniel. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita pour tenter de commenter cette actualité sécuritaire extrêmement dense, on peut le dire. Et la première question que je vous pose tout de suite, on parle depuis plusieurs jours d'un état d'alerte maximale des forces de sécurité israéliennes, en particulier dans le pourtour de la bande de Gaza, mais également en Judée, en Samarie et à Jérusalem. Et pourtant, hier, on a assisté à un scénario tout à fait inattendu, stupéfiant. 3 Palestiniens ont réussi à franchir la barrière de sécurité, qui n'est pas une barrière anodine, hein. C'est une barrière qui dispose de certaines technologies tout à fait sophistiquées. Ils ont franchi cette barrière de sécurité, ils ont marché pendant plus de 20 km avant d'être arrêtés par les forces de sécurité israéliennes. Alors comment une telle situation a pu être possible dans le contexte actuel ? Bon, effectivement, c'est d'abord un très grave incident. Les forces de Tsahal, aujourd'hui, sont en train de vérifier ce qui s'est passé. Et normalement, cet après-midi, sera donné au chef d'état-major un premier rapport sur ce qui s'est passé. Juste pour revenir au fait, 2h du matin, hier, donc, durant la nuit, 3 Palestiniens réussissent à franchir la barrière de sécurité dans la zone sud, dans la bande de Gaza. Il y a une indication de passage, les forces militaires ne voient pas, n'arrivent pas à déceler le passage des trois Palestiniens. Et puis le matin, de nouveau, des troupes font ce qu'on appelle une ptichatzir, c'est-à-dire une vérification du passage très proche de la barrière de sécurité. Et là, effectivement, les troupes de reconnaissance, les gens qui sont des spécialistes de vérifier les traces, se rendent compte qu'effectivement ils sont passés en territoire israélien et pendant plus d'une heure et demie ils vont être localisés, mais tardivement près de Tsaïlim. Donc c'est ce qu'on appelle en hébreu une fashla. C'est le terme, c'est-à-dire c'est une carence. Une carence et qui est aujourd'hui vérifiée. Heureusement, il n'y a pas eu d'attaque. Heureusement, même s'ils étaient armés avec des grenades et des couteaux, mais il semble, encore une fois, là je suis prudent, il semble que ces 3 jeunes Palestiniens, n'avaient pas l'intention de faire un attentat, mais plutôt de se faire arrêter en territoire israélien et d'être emprisonnés, puisque lorsqu'il y a des armes ou des éléments qui peuvent parler de terrorisme, voilà, ils sont arrêtés et emprisonnés. S'ils passent sans avoir des armes sur eux, ils sont renvoyés de l'autre côté. Tout à fait. Donc, tout cela réuni encore une fois cette année, c'est une situation très étrange, c'est effectivement grave au niveau du fait que les forces n'ont pas réussi à identifier à temps et à éviter ce passage en territoire israélien. Mais pour revenir à votre question, Daniel, effectivement, nous sommes presque sur le pied de guerre autour de la bande de Gaza. Il y a des forces militaires importantes. Du fait surtout que le Hamas a décidé depuis maintenant quelques mois, mais les choses vont commencer à partir de après-demain, de commencer une opération on va dire presque de relations publiques et politiques, de ce qu'on appelle la marche du million, où ils vont en fait provoquer une situation dans laquelle ils vont essayer de mettre à défi les forces d'Israël, lorsque des milliers de Palestiniens, certainement entourés par des gens du Hamas, habillés en civil et portant des drapeaux avec des colombes de la paix entre guillemets, vont essayer de passer en territoire israélien. Et là, nous devons être vigilants, extrêmement vigilants. Voilà. Alors Olivier Rafovitz, si vous étiez vous-même en fonction, si vous étiez un commandant des forces de Tsahal qui sont déployées massivement, on peut le dire, autour de la bande de Gaza, comment, à votre avis, devriez-vous réagir, par exemple, si des Palestiniens massivement devaient passer la frontière, devaient passer la barrière de sécurité, devaient forcer, on va dire, la barrière de sécurité? Est-ce qu'il faut tirer? Est-ce qu'il faut utiliser toutes sortes d'autres technologies ou d'autres techniques de lutte contre de telles manifestations? Écoutez, là je vais vous parler maintenant en tant qu'analyste. Je ne vais pas rentrer dans l'uniforme du commandant des forces de Tsahal ou d'Israël. Ce serait hors norme pour moi de vous dire ça maintenant. Mais ce que je peux vous dire, c'est que au niveau israélien, ce n'est pas nouveau. Ces stratagèmes palestiniens
vouloir créer des situations compliquées pour Israël, Oui. avec un espèce d'embroglio politico-militaro-médiatique. Tout ça réuni fait que nous avons déjà depuis pas mal d'années préparé différents scénarios. Nous avons de multiples, je dirais, parades dans différents domaines et même des stratagèmes, puisque un stratagème palestinien doit s'accompagner d'un stratagème israélien, mais il est clair qu'il est hors de question de laisser passer un Palestinien au territoire israélien. Et si, effectivement, au niveau du Hamas, il y a une volonté de passer en force, il est certain que nous devrions, à un moment donné, utiliser la force. Il est hors de question de laisser passer un Palestinien au territoire israélien, au-delà du fait qu'il y aura des arrestations et des messages très clairs ont été envoyés par différents vecteurs dans la bande de Gaza, que ce soit au niveau diplomatique ou au niveau militaire. Oui. La force reste aussi ici une possibilité, évidemment. Oui, même le chef d'état-major, on le voit dans les journaux de ce matin, lui parle d'utilisation de la force comme moyen de répression face à une telle Tout à fait. initiative. Vous savez, je veux dire quelque chose, Daniel. Aucun pays au monde n'accepte ou n'accepterait une invasion, n'est-ce pas, de gens dans son territoire souverain, sans réaction. Si à un moment donné, la diplomatie, ou on va dire la médiation, ou les choses non violentes ne suffisent pas, eh bien, à un moment donné, il faut passer à des moyens violents. C'est pas le but, c'est pas le but d'Israël. Mais vous vous rendez bien compte que si demain des milliers de Palestiniens veulent rentrer en territoire israélien de la bande de Gaza, nous sommes en situation de guerre. C'est une invasion qui peut paraître au départ, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, du côté palestinien, qui voudra vendre l'idée d'une entrée calme, mais c'est en fait une invasion terroriste. Et nous allons être extrêmement durs s'il le faut. C'est ce que je conseillerais, et ce que d'ailleurs je pense que l'armée israélienne et le gouvernement israélien feront, même si ceci peut amener des critiques. Mais là, nous ne sommes pas au niveau de l'image, nous sommes au niveau de l'existentiel. Alors, je voudrais revenir un peu sur cette bande de Gaza, sur le plan sécuritaire, certes, mais aussi sur tous les plans, on va dire politique, diplomatique, humanitaire. Cette bande de Gaza, Israël s'en est retiré en août de 2005 et aujourd'hui, on a l'impression que finalement, l'armée israélienne, les forces de sécurité, l'État d'Israël reste imbriqué avec cette bande de Gaza, que finalement, bien, on n'a jamais véritablement quitté. J'en veux aussi pour preuve la fameuse enquête qui a été, en tout cas, les fameuses révélations du sous-directeur de l'administration civile cette semaine à la commission des affaires étrangères de la Knesset, qui tout simplement a inclus la population de la bande de Gaza parmi la population palestinienne entre la Méditerranée et le Jourdain. Ça fait que finalement, eh bien, on a l'impression que Gaza reste solidement accroché à l'État d'Israël. Écoutez, dans votre question, il y a la réponse. Les Palestiniens, Daniel, ne veulent pas se déconnecter d'Israël. Nous sommes leur raison d'être. Nous sommes également leur chance. La seule chance qu'ont les Palestiniens, c'est de se coller à Israël pour exister. Sinon, personne ne s'occupe d'eux, personne ne s'intéresse à eux. Ils l'ont compris. Nous avons affaire à des gens extrêmement sophistiqués qui ont besoin d'Israël pour exister. Et même si nous avons quitté la bande de Gaza ne nous a pas quittés à nous. Lorsqu'il y a un blocus pour des raisons militaires et sécuritaires, ils accusent Israël alors que le blocus est également du côté de l'Égypte. Mais personne ne s'occupe du côté égyptien, tout le monde s'occupe du côté israélien. Il devrait y avoir une ouverture entre guillemets humanitaire, économique, politique entre l'Égypte et la bande de Gaza. Or, les Égyptiens ont fermé également, et ferment depuis très longtemps, parfois avec des ouvertures très, très courtes, le passage de Rafah dans le sud de la bande de Gaza avec l'Égypte. Donc tout ça réunit fait que vous avez raison, la bande de Gaza, mais c'est également... C'est valable, est-ce que c'est valable aussi pour la Judée et la Samarie ? Mais tout à fait. Et c'est là où... C'est une leçon que l'on doit tirer pour ce qui pourrait se passer sur le plan politique en Judée et Samarie ? Écoutez, c'est pas une leçon, c'est une situation. Nous sommes aujourd'hui un pays, en 70 ans, puisque nous approchons de l'anniversaire d'Israël, nous sommes une vraie puissance. Encore une fois, je ne le dis pas avec l'euphorie, mais nous sommes une puissance militaire, une puissance économique, une puissance dans différents domaines. Nous sommes, je dirais, si je comparais, nous sommes presque, je dirais, la Suisse, et eux, c'est le Bangladesh. Oui.
et encore une fois, sans faire de critiques sur le Bangladesh, mais ils ont besoin d'Israël, ils veulent être collés à nous. Vous savez, il y a quelque temps, j'avais rencontré sur un plateau de télévision un officiel palestinien lié au Fatah. Et il me dit, nous voudrions une confédération. Je dis, ah bon, une confédération? Moi, je lui demande, avec les Jordaniens? Il dit, non, pas du tout, avec vous. Oui. Je dis, pourquoi avec nous? Pourquoi pas avec vos frères musulmans de Amman? Il dit, parce que vous êtes plus riches, vous êtes plus développés, et nous, on veut être avec vous, parce qu'on veut aussi mieux vivre. Alors, d'un côté, si vous voulez, ils sont contre Israël au niveau de la politique générale palestinienne, mais ils sont avec Israël pour leur bien-être et pour leur intérêt économique et social, parce que quelque part, ils ne veulent pas, et je dis bien encore une fois, ils ne veulent pas se déconnecter de nous. Et c'est ça qui est compliqué, parce que nous, aujourd'hui, nous avons d'abord d'autres chats à fouetter au niveau militaire et sécuritaire. Vous savez que l'Iran est bien plus grave au niveau sécuritaire et militaire que les Palestiniens pour Israël, même si ça reste un problème. Mais ils vont vouloir créer à chaque fois des événements, qu'ils soient économiques, qu'ils soient sociaux, qu'ils soient humanitaires entre guillemets, pour remettre le focus, le projecteur, sur Israël comme problème, également comme raison d'être. Et tous les problèmes, je dis bien tous les problèmes, et dernièrement, je les ai même un peu étiquetés, tous les problèmes que les Palestiniens ont entre eux-mêmes, avec le monde arabe, avec la communauté internationale, ils vont toujours, si vous voulez, nier ces problèmes-là et accuser Israël d'être la raison de ces problèmes-là. Et le monde achète cette marchandise-là. Le monde achète cette idéologie palestinienne toute simple, d'ailleurs, toute binaire. Comme enfin, ça. plus tout le monde entier, parce que peut-être que effectivement en Europe, en France, on est encore friand de ce genre de marchandises, mais il y a certains pays qui commencent à se lasser de ce genre de rengaine. Alors je vais vous dire, ceux qui se lassent... Des pays émergents qui développent leurs relations avec l'État d'Israël, comme la Chine, le Japon, la Russie, tout cela. Mais moi, je vais même un peu vous surprendre, c'est que le vrai changement aujourd'hui par rapport aux Palestiniens ne vient pas de l'Inde ou de la Chine ou de la Russie ou des pays émergents comme vous mentionnez, mais vient en fait des pays arabes sunnites. Oui, les pays arabes. L'Arabie Saoudite, la Jordanie et l'Égypte, qui sont des grands pays arabes, sont ce qu'on appelle les pays frères, ceux qui pendant des décennies ont soutenu à bras-le-corps les Palestiniens et leur combat, entre guillemets. Aujourd'hui, ces pays-là, d'abord, eux aussi ont besoin d'Israël. Eux aussi regardent vers l'État d'Israël comme une puissance économique, scientifique et évidemment militaire. Ils se rendent compte que l'ennemi n'est pas à Jérusalem, mais l'ennemi est à Téhéran ou dans d'autres contrées. Et ces Palestiniens-là, qu'ils soient à Gaza ou à Ramallah, compliquent la situation et posent des problèmes à Riyad, au Caire ou à Amman parce que quelque part, ils fragilisent cette volonté de rapprochement entre ces grands pays arabes-là, entre leur intérêt à eux, je dirais politique et existentiel, et l'État d'Israël. Et ils demandent en fait aujourd'hui à Abou Mazen, qui est en fin de course, qui aujourd'hui nous sommes dans une situation où très prochainement la guerre de succession va commencer au niveau des Palestiniens, ils demandent donc à ce leadership en perte de vitesse, mais également à Gaza, d'arrêter de faire ce qu'ils font parce qu'ils fragilisent pas seulement la situation avec Israël, ils fragilisent leur situation à eux, Arabie Saoudite, Jordanie et Égypte, par rapport à Israël. Et ils ont besoin aujourd'hui d'Israël. Donc tout ça réuni, nous sommes une espèce d'absurdité, je dis bien d'absurdité, où alors que les grands pays arabes et les mêmes Émirats qui donnaient de l'argent, qui soutenaient les Palestiniens, ne les soutiennent de moins en moins, n'ont plus envie du tout de les voir être des troublemakers comme ça dans des troubles faits. Voilà, pardon, dans la région. Et en fait, ils leur demandent d'arrêter. On l'a vu d'ailleurs, si vous vous souvenez, Daniel, je crois que vous étiez vous-même, vous couvriez à l'époque la situation au mois d'août, juillet-août, durant l'attaque terroriste du mont du Temple, où les Palestiniens ont voulu enflammer Jérusalem, mais enflammer ce symbole pour eux, l'Aqsa. Et puis, Arabie Saoudite et Jordanie, surtout les Jordaniens, ont dit à Abou Mazen, arrêtez, calmez le jeu, parce que nous, on va s'énerver. Le mont du Temple n'est pas à vous, il est à l'islam. Je parle du côté arabe. Et c'est eux, en fait, qui ont calmé le jeu. C'est pas nous. Ce sont les Arabes eux-mêmes qui ont calmé les Palestiniens. Et aujourd'hui, je pense, encore une fois, et là, je vous le dis avec très peu de connaissances, mais je pense que c'est une analyse qui n'est pas moins bonne qu'une autre. Je pense que la pression, ou les pressions qui vont arriver du côté saoudien, jordanien, égyptien surtout, sur le Hamas, c'est eux qui vont être les éléments principaux, en tout cas je l'espère, pour calmer leur volonté de provocation
de cette bande de Gaza qui peut exploser. Mhm. Mais encore une fois, du côté israélien, nous sommes en situation où nous avons un problème que nous ne voulons pas avoir. On n'a aucune intention d'être à Gaza. Oui. On ne veut plus être à Gaza. On a laissé Gaza. On a malheureusement là-bas toujours les corps de nos soldats que nous voudrions bien retrouver et ramener pour avoir une sépulture juive en Israël. Donc il y a encore, si vous voulez, des éléments de relations obligatoires. Vous voyez, nous devons négocier aussi pour avoir les corps de nos soldats. Donc tout se fait avec des situations où eux, encore une fois, j'ai bien eux, nous tiennent par des éléments parfois humanitaires, parfois là, liés à nos soldats, Oui. donc, et tout ne peut pas être à 100% fait tant que les choses sont pas claires. J'espère avoir été clair. Vous avez été très clair, on a très bien compris. Merci beaucoup, colonel Olivier Rafovitz, de nous avoir éclairé à la fois sur votre expertise militaire à la veille de ces journées, on va dire, de tension, donc avec les Palestiniens en particulier autour de la bande de Gaza, et également pour votre expertise d'analyste. Merci. Je voudrais juste un mot quand même souhaiter à tous les auditeurs et à tous les juifs du monde et ceux de France qui sont en Israël, qui ont fait leur alia, qui un Chag Sameach et un Pesach Kasher évidemment aux familles, et que tout se passe bien pour ce Chag. Merci beaucoup, colonel Rafovitz, d'avoir été avec nous ce matin. Également Chag Sameach à vous et à toute votre famille. À bientôt. Toda rabba, Daniel. Voilà, il est 8h30 sur Studio Kalita. Nous allons marquer une petite pause et on se retrouve dans quelques instants avec Sabrina Moïse Castro qui va nous parler de son initiative, de l'initiative qu'elle a prise avec plusieurs personnes d'organiser cet après-midi en début de soirée à 18h30 un rassemblement de recueillement à la mémoire de Mireille Knoll, Zichronah Livracha, dans quelques instants donc.